et ceux qui resteront avec nous à cette heure tardive, mais je crois que ça vaut la peine. Merci, merci. Merci à vous, vraiment. C'est très émouvant. On n'a pas beaucoup montré. C'est très émouvant de vous voir si nombreux ce soir. Merci infiniment. On a eu droit à une très belle présentation tout à l'heure. Et puis je suis vraiment très heureux, une nouvelle fois au nom du Racine Festival, de vous accueillir. C'est un film bouleversant. J'aime pas dire que les films sont utiles, mais je trouve que c'est un film nécessaire, que c'est un film important. Et puis au-delà de tout ça, c'est surtout, je trouve, une très belle histoire d'amour d'un père pour ses deux fils. Je voudrais quand même vous dire une petite chose. On va commencer à parler ensemble, et puis après je vous passerai bien évidemment la parole. Que 17 filles, c'est un film que je trouvais absolument sidérant. Je ne sais pas qui l'a vu dans la salle. Si vous n'avez pas vu 17 filles, vous l'avez vu. Si vous n'avez pas vu 17 filles, il faut le voir, parce que l'histoire est incroyable, le film est incroyable. Et puis, monsieur Stéphane Crépon, la première fois que je vous ai vu au cinéma, c'était dans Peter Van Kant de François Ozon, d'après Fassbinder, et avec un rôle muet. Et j'avais l'impression de voir un nouveau Buster Keaton. Voilà, je voulais juste dire ça. Eh bien, Bon. je parle. Ça casse tout. Allez. Mais nous sommes ici ce soir pour jouer avec le feu. Alors, Muriel, c'est une adaptation de l'ouvrage de Louis Petit-Mangin. Laurent Petit-Mangin. Oui, c'est vrai. C'est moi, Louis. Ouais. Ce qu'il faut de nuit. Alors, pourquoi vous avez adapté ce roman avec votre sœur Delphine Poulain? Qu'est-ce que vous y avez trouvé? En fait, c'est vrai qu'il y a deux choses, en fait. Depuis longtemps, avec ma sœur, on avait une discussion qui était si tu fais... oui, est-ce que l'amour est vraiment inconditionnel? Et si tu faisais quelque chose de vraiment terrible, est-ce que tu continuerais à m'aimer? Et on n'avait pas du tout la même approche, l'une disant oui, quoi qu'il se passe, je continuerai à t'aimer, et il faut bien le dire, moi, du coup, qui disait mais non, en fait, ça dépend de la nature du crime, on ne peut pas tout pardonner, et je ne te reconnaîtrais plus si tu faisais vraiment quelque chose de terrible. Et donc, c'était une discussion récurrente, quelquefois très acharnée. Et donc, on avait ce premier thème qui nous intéressait vraiment parce que c'est un vrai dilemme. Et puis, parallèlement, il faut bien le dire, il y a eu ce contexte de montée de l'extrême droite où on parlait peut-être d'une fin de la démocratie, enfin, il y avait un débat qui enflait. Et c'était deux sujets qui nous... totalement différents, sur deux plans totalement différents, mais qui nous intéressaient dans nos recherches de sujets, dans notre approche thématique, etc. Et tout d'un coup, les producteurs arrivent avec ce livre qui réunit ces deux thèmes que vous avez vu dans le film et qui est aussi très très détaillé dans le livre. Et à un moment, on s'est dit, en fait, en plus l'histoire de deux frères, on est deux sœurs à réaliser, et on s'est dit, ok, on se lance, on plonge dans le bain, et on essaye d'adapter avec un personnage très très fort. On a pensé tout de suite à Vincent Lindon, et puis deux fils, deux frères. Et on y trouvait, quand on choisit un film, il faut vraiment pouvoir se retrouver avec sincérité, et c'était le cas dans le livre. Donc voilà, vous avez tout l'historique du projet. Alors, un roman, c'est une œuvre d'art. Quand c'est un grand roman, un roman moins réussi, en tout cas, c'est de la littérature, et le cinéma, c'est autre chose. On a parfois tendance à comparer les deux. Moi, je pense que les deux choses sont extrêmement différentes. Quel choix avez-vous fait pour l'adaptation? Alors d'abord, ma sœur est romancière, et donc du coup, elle est très attachée aussi. Elle a écrit des romans elle-même. On en a adapté un qui était Voir du pays, qui est notre précédent film. Et donc, elle est très attachée aux mots, au dialogue, etc. Et quand on fait un film, il faut voir immédiatement dans le livre s'il y a un potentiel visuel. Et il était déjà là, parce que ce père caténériste, ça nous apportait tout un univers sur le travail de nuit, sur les trains, sur les perspectives, sur ce travail très très difficile physiquement. Et donc il y avait déjà un univers de par son travail qui était vraiment bien. Et puis on avait l'univers de la violence qu'il fallait
à la fois aborder, mais sans se vautrer, j'allais dire, mais c'est un sujet intéressant à observer la violence, mais ne pas se complaire là-dedans, parce que c'est précisément un des sujets du film, et donc il ne fallait pas qu'on soit voyeuse avec ça. Et donc il y avait dans le livre déjà tout cet aspect visuel qui nous a intéressés pour construire, nous, notre univers à partir de là, notre cinéma en fait. Pour entrer un peu dans la cuisine interne, comment vous répartissez le travail avec votre sœur? En fait, on pourrait croire justement que comme elle est romancière et moi j'ai été chef opératrice, on se dit, bah oui, elle a écrit le scénario et puis Muriel fait la caméra. Et en fait, pas du tout. Enfin, je sais pas, Stéphane, tu peux peut-être... Alors... non, c'est vrai que c'est un mécanisme qui est très bien articulé, mais c'est jamais la même chose d'un jour sur l'autre. C'est-à-dire qu'un jour, en fait, on arrive sur le plateau et le premier jour, on se dit, bon, bah, d'accord, donc en fait, sur le jeu, c'est Muriel ou Delphine qui va venir me parler, qui va me dire entre les prises, joue là comme ci ou joue là comme ça, et l'autre va plus s'occuper de l'image, et ça. Puis le lendemain, c'est tout l'inverse. On se dit, bon, je sais plus à quel sens me vouer. Mais parfois, il y a eu quelques fois sur le tournage où on arrive sur ces petits moments un peu rares où les deux viennent vous parler après la prise et vous donnent des indications complètement opposées. Vous en avez une qui vient voir et qui dit non mais là c'est bon, alors c'était très bien mais un peu plus doux si tu peux. Tu vois dans la scène tu fais ok d'accord. Puis 15 secondes plus tard, alors c'était super mais un peu plus fort là quand même. Alors, maintenant je vais tout apprendre grâce à vous, je vais apprendre les leçons. Je vais donc aller fumer une clope, je vous laisse vous parler s'il vous plaît. Non mais sinon non, la plupart du temps ça se passe très très bien et c'était justement un bonheur d'avoir tout le temps parce que c'est un espèce de ping-pong permanent et je sais pas, ça nous met dans un état un peu de vertige et de tourbillon mais qui est très agréable parce qu'on ne se sent pas dépassé pour autant. Je pense au personnage de Louis. Vous êtes un jeune comédien mais vous avez déjà quelques très beaux films à votre actif. Qu'est-ce que Louis vous a permis peut-être d'explorer que vous n'aviez pu faire auparavant? Est-ce qu'il vous a permis d'emprunter des sentiers en tant que comédien que vous n'aviez pu encore explorer? Oui, l'amour familial. Je l'avais jamais joué ça. Mais après, je suis assez d'accord avec ce que Vincent disait en préambule de la projection sur... on ne sait jamais vraiment trop pourquoi on aime un film et pourquoi on a envie corps et âme d'y aller. Et là, c'était vraiment le cas sur ce film. Je pense qu'il y a tout un mélange et après, il y a des raisons aussi très personnelles, forcément, et des choses que, bon, bah, ça, c'est plus la cuisine intérieure. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je suis personnellement, en fait, quand je regarde un film, voilà, un des trucs qui m'émeut en permanence au cinéma et qui est une de mes cordes sensibles, c'est les rapports père-fils. S'il y a ça dans un film, ça va m'émouvoir au plus haut point. Mes films préférés parlent généralement de ça. Et tout va bien avec mon père, il n'y a pas de... Donc c'est pas... Je suis pas en thérapie, mais je sais pas, c'est un truc qui me touche. Et là, bah, pour le coup, ça me permettait pour la première fois de jouer ça, d'aller explorer ça. L'amour fraternel et l'amour filial. Il y a une chose qui est très marquante dans le film, et d'ailleurs ça revient à plusieurs reprises, sous différentes formes, c'est que jouer avec le feu commence avec une séquence où on voit un homme, on devine que c'est Fuse, je ne sais pas si je le prononce bien, qui danse sur des percussions. Et ces mouvements sont décomposés, il est en transe. C'est une séquence très particulière parce que c'est quasi une séquence de générique, très travaillée, très graphique, qui semble annoncer des choses et qui semble nous dire déjà, nous donner des informations sur l'histoire qu'on va voir. Comment est née cette séquence très singulière et que vouliez-vous y exprimer? En fait, cette séquence, elle était là dès le début, dès le scénario. C'est-à-dire, on voulait comme une anticipation de ce qui va venir, mais aussi, puisque les spectateurs, quand ils sont au premier plan du film, ils ne savent pas ce qui va advenir. En même temps, ils ont quand même lu un petit résumé, ils savent un petit peu, mais ils devinent. Et ce plan, il était comme une énigme. Mais à la fois, un premier plan du film, c'est aussi, il doit contenir aussi en germe tout ce qui va se passer après. C'est-à-dire, on pressent
que ce jeune homme, il est à la fois déchaîné, presque violent dans sa danse, en même temps il y a une douceur. Et ce qui nous plaisait en mettant en place cette espèce de démultiplication de sa silhouette, c'était de dire, aujourd'hui on va vous montrer quoi? On va vous montrer une famille, avec un fils à la dérive, mais cette famille, c'est une entité qui peut se multiplier à l'envi et qui va représenter une région, un pays, et malheureusement aussi presque le monde, puisqu'on voit qu'aujourd'hui l'extrême droite gagne partout, enfin l'extrémisme en tout cas, gagne partout, que ce soit chez Trump ou dans des pays comme la Hongrie, etc. Donc attention, vous allez voir une histoire très particulière, mais en même temps peut-être qu'elle fera écho, puisque les silhouettes sont multipliées comme un écho, elle fera écho quelque part ailleurs, quelque part en vous, quelque part chez d'autres. Et c'est vrai que cette première séquence contenait tout ça, à la fois un exemple de choses qui allaient se décliner encore. Avez-vous une question dans la salle? La première étant toujours la plus difficile à poser, bien évidemment. Ah, vous avez le micro. Justement, en revenant un peu sur cette première scène et d'autres qu'on voit un peu plus tard avec justement cette présence musicale aussi, je me demandais quelles étaient les notes d'intention qui ont pu être partagées avec le ou la compositeur, j'ai pas pu voir dans le générique. En fait, il y a plusieurs choses sur la musique. Il y a à la fois une musique qui est ce qu'on appelle une musique de film, qui a été faite plutôt pour la fin, c'est-à-dire au moment où le père, pour appuyer les émotions du père. Et autrement, on avait vraiment à cœur de prendre une musique qui soit à la fois de la génération du père, c'est-à-dire au début on a Patti Smith, quelque chose avec une musique à la fois et des paroles assez engagées, et puis des choses beaucoup plus contemporaines qui pourraient être de la génération des fils, c'est-à-dire des choses beaucoup plus hardcore, beaucoup plus rock, un peu trépidant comme ça. Et donc on a vraiment joué sur ces deux tableaux, à la fois de la musique de film beaucoup plus symphonique, je dirais, qui a été composée pour le film, et quelque chose de beaucoup plus contemporain qu'eux-mêmes pourraient écouter. Une question? Ou au balcon aussi, hein. Il y a un micro au balcon. N'hésitez pas. J'ai une question concernant Vincent Lindon. Je me pose toujours la question, et peut-être plus encore en ce qui concerne Vincent Lindon, est-ce qu'on choisit un comédien pour un rôle aussi par rapport à ce qu'il représente pour ses engagements et aussi par rapport à ce qu'il représente dans l'inconscient collectif et chez le public? Oui, je pense. On savait à quel point Vincent est quelqu'un, vous l'avez vu là, c'est quelqu'un d'entier, droit dans ses bottes, et il y avait tout ça dans le livre. C'est quelqu'un aussi d'engagé, on le sait, hein, on sait plutôt de quel côté son cœur balance, et donc ça lui allait comme un gant. Et donc oui, je pense que ça joue, c'est sûr. Bon, déjà nous on avait envie de travailler avec lui, c'est ce que j'ai dit au début, mais je pense que ce serait assez difficile. En même temps, les acteurs peuvent tout jouer, mais d'aller contre ses convictions personnelles, ça peut être compliqué pour le metteur en scène, et encore plus pour l'acteur. Enfin, je sais pas, Stéphane. Mais pour le spectateur, je pense surtout. Je pense que le spectateur, du coup, a peut-être plus de mal à suivre le film, à se dire mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je sais bien, je l'ai vu dans tel ou tel truc. Il se prend pour qui à me raconter telle histoire? Et je pense que Vincent, dans les rôles qu'il fait, dans les films qu'il choisit, il y a une cohérence en fait, et qui permet aussi d'ouvrir à l'imaginaire et de plus rentrer dans les films en tant que spectateur. Comment il travaille? Parce qu'évidemment, tout à l'heure, en plus, je pense qu'il y a une forme de pudeur, en tout cas, c'est une grande sensibilité, quoi. Mais comment il travaille sur le plateau? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, est-ce qu'il a besoin de beaucoup de prises? Est-ce qu'il donne au fur et à mesure? Est-ce qu'il donne tout de suite? Comment ça fonctionne, en fait, un acteur comme Vincent Lindon? Alors Vincent, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Bon, déjà il est doué, ça, on ne peut pas le nier, mais il travaille énormément. C'est-à-dire qu'en amont, c'est quelqu'un qui va faire des lectures avec vous, avoir un avis sur presque chaque mot, mais c'est toujours enrichissant, c'est jamais pénible. Et c'est un dingue du jeu, c'est un
fou du jeu. Enfin, vraiment, c'est sa vie, c'est le jeu. Là, on était au restaurant tout de suite et il nous a fait, enfin avec Stéphane, il dit attends Stéphane, on va rejouer ce morceau. C'est sans arrêt quelqu'un qui est dans le jeu. Il adore le jeu. Peut-être même, je me suis posé la question s'il n'est pas mieux dans le jeu que dans la vie. Il adore tellement ça que c'est sa vie le jeu. Et donc du coup, non seulement c'est un plaisir, mais ensuite il a une précision, mais il faut voir ses scénarios, c'est annoté dans tous les sens. Ensuite on a fait une lecture, la première lecture où nous, c'est sûr, ma soeur et moi, on était vraiment mais dans nos petits souliers, parce que, attention, Vincent Lindon va lire pour la première fois ces lignes, et là c'était nous, on était au spectacle, quoi. On était éberlués. Et puis après, ce qui est fort avec lui, c'est que il écoute, c'est-à-dire il pourrait se dire oui bon ben ça va, moi j'ai fait, je sais pas combien il a dit, 120 films, nous on en a fait 3, donc, du coup on pourrait se dire bon bah d'accord, il sait mieux que nous, mais en même temps c'est notre vision du film, et quelquefois quand on lui dit attention Vincent, un peu moins comme ci, un peu moins comme ça, il écoute, enfin il est très ouvert, c'est-à-dire c'est pas un dictateur, alors qu'il pourrait, avec la carrière qu'il a, etc., il pourrait l'être, il l'est pas du tout. Donc ça c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui, quoi. Je dis vraiment, c'est Almodovar qui disait le privilège d'un metteur en scène, c'est de voir un miracle se passer devant la caméra pour la première fois. C'est vrai qu'on est les premiers témoins de ce qui se passe. On a imaginé dans notre tête la scène, forcément, mais de l'avoir tout d'un coup incarné par lui, et puis quand même, on a 12 acteurs. C'est pas parce qu'ils sont jeunes qu'ils sont moins bons. Nous, c'était un trio, on n'aurait pas rêvé mieux, quoi. C'était vraiment, peut-être plus que sur nos 2 autres films, c'était vraiment là, on s'est dit ah ouais, d'accord, on est au spectacle, quoi. C'est quelque chose de fabuleux, et c'est là où on apprécie. Être un metteur en scène, c'est dur, il faut le dire. Ça prend des années, c'est dur, on trouve pas l'argent, on met des années à monter un projet. Mais quand ça se passe comme ça, ces 2 mois-là, c'est un miracle. Il y a quelque chose que je me disais aussi en sortant du film, c'est que je me disais, en fait, effectivement, c'est un trio. Si une des 3 pièces ne fonctionne pas, le film s'écroule. Le film s'écroule vraiment, quoi. Il tient vraiment sur vos 3 personnages. Et puis je pensais à vous 2. Je me disais, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon, ce ne sont pas des frères. Alors c'est vrai, effectivement, vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Mais alors comment vous vous accordez à un moment pour que moi, en tant que spectateur, et nous tous dans la salle, on puisse se dire qu'en fait, non, en fait, c'est vrai. Au bout de 2 minutes, il n'y a plus de doute, quoi. Vous êtes des frères. Comment on fait? Je vais peut-être casser un mythe, mais on ne fait pas grand-chose. En réalité, je pense que Muriel et Delphine font beaucoup plus que nous pour ça, à la mise en scène, dans leur manière de nous filmer, et c'est là où on a eu la chance de travailler avec 2 metteurs en scène qui ont énormément de goût et qui sont très intelligentes. C'est que, en fait, avec Benjamin, dès qu'on se retrouve l'un avec l'autre, on a une bêtise qui est instantanée, l'un envers l'autre. Et comme on a tous avec nos amis les plus intimes, et elles l'ont vu, elles ont juste vu qu'on racontait la dernière fois notre scène d'essai, quand même, quand on est venu passer notre casting, on a parlé de chaussettes. Donc normalement, pour des metteurs en scène, ce serait plutôt une porte fermée, quoi. Et elles ont su voir là-dedans que peut-être ça c'était un lien entre 2 frères, c'était une complicité évidente. Donc nous en réalité, c'est pour ça que je vous dis que chez Saint-Permite, on a juste été nous-mêmes en fait sur ce tournage. Et après on a joué le texte. Oui, mais quand même, j'apporte une petite précision, c'est quand même des comédiens exceptionnels, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver des fois face à des comédiens qui simplement ne sont pas justes. C'est-à-dire, bon, ça c'est vraiment la base, mais il y a des gens qui ne savent pas sortir le texte, et donc on est obligé de leur dire, c'est pas juste là, est-ce que tu pourrais essayer une autre version, est-ce que tu pourrais plus ceci, plus cela? Et eux, on avait juste des micro-rectifications, ou si ça n'allait pas, c'était peut-être de repréciser le contexte de la scène, mais en tout cas, la base d'acteurs excellente, on l'avait. Et après, c'est là où ça devient vraiment un plaisir.
C'est-à-dire que, j'imagine, c'est comme un marionnettiste. Si les marionnettes sont déjà hyper belles, hyper expressives, hyper... il n'y a plus après que la dextérité à rajouter un petit truc ici ou là, mais franchement, eux, ils étaient amis, ils se sont entendus à merveille avec Vincent. Après, tout ce qui se passait au fur et à mesure des jours, c'était tellement vivant, tellement qu'on n'avait plus qu'à capter ces petites choses-là et continuer nos rails de scénario, c'était tout. Vous faites des choix de mise en scène qui sont quand même très affirmés. Vous utilisez l'écran large, la caméra épaule. Alors je ne sais pas si on dit encore caméra épaule aujourd'hui, puisque les caméras sont de plus en plus petites. Par exemple, moi je trouve qu'il y a un vrai travail sur la qualité de la profondeur de champ. Travailler la profondeur de champ. Comment en fait vous préparez le dispositif du tournage d'une séquence? En fait, on travaille beaucoup en amont. Par exemple, c'est vrai ce que vous disiez sur la profondeur de champ, sans être trop technique. On a choisi par exemple le format scope. Et le format scope, c'est un format très allongé, comme ça, qui normalement, depuis le début du cinéma, c'est plutôt les westerns, c'est les films d'aventure, parce que c'est les déserts, il faut montrer les cow-boys et les grandes plaines du Colorado, je ne sais quoi. Et en fait, nous, on s'est dit, mais non, ça se passe dans une maison, c'est très intimiste, c'est fermé, mais en même temps, ce que permet le format scope, c'est en étant très très allongé comme ça, si vous filmez un visage en gros plan, il va y avoir beaucoup de vide, beaucoup, et vous pouvez décadrer. Et en fait, il y a un thème qui est très important dans le film, c'est l'absence de la mer. Ressentir le vide, sentir que les personnages ils sont tout seuls, que quelque chose leur manque. Et le scope, au lieu d'avoir des grandes plaines, eh ben, c'est de montrer que tout d'un coup, bah oui, il y a la place, il y aurait la place pour la mer. Quand on filme la table, eh ben, on filme la place vide de la mer. Et cet espace, même si vous n'en êtes pas conscient, au bout d'un moment, vous sentez l'absence, il y a quelque chose qui leur manque. Et travailler comme ça l'architecture, pour nous c'est une vraie architecture qu'on fait en préparation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va montrer, quelles sont les couleurs du film, quelles sont les couleurs des personnages. Fous, par exemple, c'est un personnage auquel on a associé le rouge. Vous n'en serez peut-être pas conscient à la première vision. Si vous revoyez le film, vous allez vous dire « Ah mais oui, bien sûr, sa chambre est rouge. Quand il disparaît, quand il est enfermé, le rouge s'éteint sur le visage de son frère. » Il y a comme ça des thématiques. Et mine de rien, je pense que ça travaille en profondeur. Et le tout n'est pas que ça se voit à gros traits, parce que du coup ça n'aurait pas d'intérêt, mais toute cette préparation, elle fait que finalement on retrouve une cohérence, et c'est ce travail-là aussi, la mise en scène, c'est de se dire j'ai fait quelque chose qui tient la route. Déjà essayer de faire ça, c'est déjà beaucoup. Le sujet impose-t-il la mise en scène? Pas forcément. Pas forcément. Ce sont plutôt les thèmes, je dirais, qui imposent la mise en scène. C'est-à-dire, comme je vous disais, l'absence, le miroir, la multiplication, ça décline des choses à la mise en scène. Le sujet, non. Après, oui, bien sûr, quand, par exemple, les extrêmes, on a beaucoup travaillé le blanc contre le noir, le contraste. Dans ce sens-là, peut-être un peu, mais après, ça devient peut-être un peu trop technique. Je vais vous poser une dernière question. Avant de vous donner une dernière question, profitez-en. J'ai l'impression que les personnages sont assez souvent en contre-jour. En tout cas, dans une semi-pénombre. En tout cas, dans une lumière tamisée. Est-ce que ça va? Alors ça, c'est ma projection de spectateur. Je ne sais pas si j'ai raison. Avec la complexité de l'âme humaine ou son ambivalence. Complètement. On avait à cœur vraiment de ne pas faire un film manichéen et d'essayer d'observer de la même manière que le père observe son fils. On ne donne pas de leçons, on essaye d'observer avec le maximum d'attention pourquoi ce fils va dans le mur, et les raisons ne sont pas si simples. Et je pense que c'est tout un faisceau de raisons qui font qu'à un moment, il choisit la voie extrémiste, et du coup, bah oui, c'est ça, c'est en clair-obscur. Parfois, il est solaire avec son père, et parfois, tout d'un coup, il va se renfermer sur lui-même, dans sa chambre, noire et rouge. Enfin, oui, il y a beaucoup de choses comme ça. On ne sait pas tout. La preuve, le père ne sait pas tout du fils. Il croit savoir, et en fait, il ne connaît pas si bien que ça son fils. Qui a la photo? Frédéric Noirom, très très bon chef opérateur belge. Oui, très très belle image. Il faut le signaler, très très belle image. On lui dira.
Avez-vous une dernière question? Je sais qu'il se fait tard. Oui, merci d'être resté si longtemps. Non? On s'arrête là? Au lit. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci. Jouer avec le fils le 22 janvier.